Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Débat News, comme chaque lundi soir à 21 h sur Toniosna TV. Nous allons commencer donc ce débat politique. Nous allons revenir sur l'actualité de la semaine dernière, l'actualité politique qui a fait la une des journaux, la une des médias. À mes côtés, Monsieur Zied Larveli, député à l'Assemblée nationale constituante et membre du parti Nahda. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Et bien sûr, à mes côtés aussi, Monsieur Mohamed Jmoul, secrétaire général adjoint du parti El Ouattad Uni. Bienvenue. Merci. Merci à vous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer donc, avec l'actualité qui fait la une des médias en ce moment, l'actualité avec Sylienne. Concernant donc, les événements de Sylienne, on a constaté beaucoup de violence entre les manifestants et les forces de l'ordre. On a aussi vu l'utilisation de chevrotines, la chevrotine sur les manifestants, qui est derrière tout ça? On a vu aussi M. Ali Araïf, le ministre de l'Intérieur, qui a accusé directement M. Chokri Belaïd derrière ces événements. Quelle est votre opinion par rapport à ça, messieurs? Allez-y. Écoutez, on ne peut que regretter déjà ce qui s'est passé. Évidemment, c'est très triste aujourd'hui d'en arriver là et de constater effectivement les débordements qu'on peut avoir dans des manifestations qui sont supposées à la base être pacifiques et exprimer des revendications légitimes. Après tout, on sait tout que voilà, ce sont des régions défavorisées qui ont accumulé un déficit extraordinaire en termes de besoins en développement. Donc, quelque part, ce n'est pas très surprenant de la part des citoyens de certaines régions d'exprimer quelque part leur impatience, qui est très compréhensible et qui est très légitime. Par contre, c'est très regrettable de voir justement qu'on peut vivre de tels débordements, qu'une manifestation, comme je l'ai dit, supposée être pacifique à la base, puisse dégénérer et vivre justement ces moments tristes. On rappelle qu'il revendique que le gouverneur doit quitter son poste. Oui, tout à fait. Donc je pense qu'on peut que pour incompétence, regretter et souhaiter déjà les prompts rétablissements pour les gens qui étaient victimes de ce qui s'est passé, des violences que nous avons vues et que nous a, comme j'ai dit, attristés, et souhaiter prompt rétablissement pour les agents de sécurité comme pour les citoyens. Je pense que par rapport à la question du gouverneur, je ne pense pas que ça soit vraiment la revendication principale. En tout cas, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Je pense que la dégage attitude qu'on a vécue, qu'on a saluée... Le chef du gouvernement provisoire, Hamad Ijbil, a dit qu'il n'y avait plus de dégage aujourd'hui, que le gouverneur ne quittera pas le poste. Je pense qu'il serait très malheureux et je ne pense pas que ça soit vraiment très juste de focaliser sur la question du gouverneur. Je pense qu'il y a des questions légitimes, des revendications légitimes de la part de la population, mais je pense qu'il y a certaines forces et certains individus et certains groupes qui ont essayé d'orienter cette manifestation et cette expression légitime je dirais, de colère ou d'impatience pour en tirer des dividendes politiques. Ce qui est très regrettable parce que tout ça n'est pas bon ni pour l'image de Sylienne, ni pour l'image de toute la région, ni pour l'image du pays. Parce que vous savez qu'une région qui souffre déjà énormément, et qui a une attractivité très limitée pour les investisseurs, pour attirer les investissements et pour faire démarrer la machine économique et créer des emplois, ce qui est finalement la revendication des gens et des jeunes, surtout sur place. Je ne pense pas que tout ça soit favorable à un véritable démarrage de la machine économique et la création d'emplois. Bon, je constate que M. Dadel a éludé de répondre à la question. Il s'agit bien vous lui avez posé la question, de savoir si ces manifestations ont été orientées, instrumentalisées, initiées, etc. Bon, il y a des accusations à l'égard de notre parti et à l'égard de notre secrétaire général. En ce qui concerne les allégations ou les accusations de M. Louz à l'égard de notre secrétaire général, le camarade Chokri Belaïd, d'abord, ce sont des accusations irresponsables, calomnieuses, diffamatoires, infondées.
dénué de tout fait irréfutable, et nous nous réservons le droit d'user et de faire recours à tous les moyens de justice pour que ce genre d'accusations ou ces initiateurs, ceux qui les ont propagés, soient aussi jugés. Je dis diffamatoire parce que M. Louz prétend des choses et nous le défions d'apporter ne serait-ce qu'un moyen de preuve pour toutes ces allégations. En ce qui concerne notre parti, nous n'avons cessé de demander, d'exiger du gouvernement de dévoiler toutes les archives du ministère de l'Intérieur, afin que le peuple tunisien soit éclairé sur tous ceux qui étaient des suppôts du régime, tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin avec ce régime. De l'ancien régime. De l'ancien régime. Nous sommes bien entendu sûrs que ces allégations et ces diffamatoires vont être... Et pourquoi accuser votre parti? Voilà, il y a cette accusation, mais il y a l'accusation de notre parti. Ce n'est pas la première fois que nous sommes accusés d'instrumentaliser la population de Sédiane et autres régions. Déjà en 2011, M. Beji Qaïd Sebsi a pointé du doigt notre parti lorsqu'il y a eu un soulèvement à Sédiane. Aujourd'hui, M. Jbeli recourt aux mêmes moyens. En fait, nous avons certes des militants au sein de l'UGTT. C'est l'UGTT qui a encadré la grève générale. C'est l'UGTT qui a appelé à la grève générale à Sédiane parce que les revendications légitimes n'ont pas été exaucées, parce qu'il y a des gens qui croupissent dans les prisons et qui n'ont pas été encore jugés jusqu'à présent, alors que des sbires de l'ancien régime ont été libérés, jugés et libérés. Troisièmement, il y a aussi cette question du gouverneur. Ce gouverneur a été nommé pour des considérations partisanes, par le chef du gouvernement. Et il a fait preuve d'une carence, d'incapacité, même d'incapacité de communiquer avec la population, et il a refusé de dialoguer avec l'UGTT. Donc, voilà les aspirations des citoyens de Sédiane. Est-ce que vous pensez que le gouvernement... Notre parti, je m'excuse, notre parti qui a des militants au sein de l'UGTT, autant que d'autres partis. Bien sûr, nos militants ne peuvent que appliquer, exécuter le mot d'ordre pris par la direction, les instances syndicales régionales. Et c'est à leur honneur qu'ils soient dans les premiers rangs pour encadrer ce mouvement de grève générale et pour le faire réussir. D'accord. C'est une accusation qui nous fait honneur, mais nous n'avons aucunement la prétention d'avoir initié ce mouvement spontané, ce mouvement populaire qui a vraiment non seulement mobilisé toute la ville de Sédiane, mais tout le gouvernement de Sédiane. Donc, chaque fois que le gouvernement est en crise, chaque fois qu'il est incapable de faire face d'une manière rationnelle aux aspirations et revendications populaires, il doit chercher un bouc émissaire. C'est l'UGTT, c'est la Ligue des droits de l'homme, ce sont les journalistes qui sont accusés de verser de l'huile au feu, c'est le parti des patriotes et démocrates, c'est El Jabha Shabi, le Front populaire, qui vraiment, chose ridicule, qui utilise, qui finance ce mouvement populaire. Monsieur Larvel. Écoutez, moi je pense que ce n'est pas ça le débat. Déjà, vous avez commencé par dire que j'ai éludé la question, alors que vous avez commencé par parler de choses qui ne sont pas dans le débat. À ma connaissance, la question des accusations entre Tahbi Bellouz et votre camarade Choukri Belaïd n'ont rien à voir avec notre votre militant, c'est un de vos dirigeants. Oui, bien sûr, il est responsable. Donc, et vous assumez la responsabilité de ces
propos. Non, non, Est-ce que on ne sommes pas, Dieu merci, un parti stalinien. Nos dirigeants et nos membres et nos individus peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ont toute la liberté d'exprimer. Aussi bien le ministre de l'Intérieur que le chef de gouvernement, que on va parler du ministre de l'Intérieur. Tous vos dirigeants n'ont cessé de répéter ces diffamations et ces allégations. Et je vous demande... On parle de deux choses différentes. Je parle de deux choses différentes. Je vous demande, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, de prendre le distance. Moi, je n'ai pas les éléments pour dire que s'il a collaboré avec la police politique... Donc, vous ne suivez pas les informations. Non, écoutez, il faut faire la part des choses, il ne faut pas tout mettre dans... Voilà, il ne faut pas faire l'amalgame entre tout ça. Voilà, on va à des propos qui ont été tenus par Serbi Bellouz à l'encontre de M. Chokri Belrid sur la question d'une éventuelle collaboration avec la police politique sous l'Ancien Régime. Ça, moi, je ne prends pas position, je n'ai pas les éléments. Il faut demander à M. Serbi Bellouz et M. Chokri Belrid. Vous ne le reconnaissez pas en tant que direction? Mais écoutez, on va pas prendre en tant que... Vous le connaissez, oui ou non? Laissez-moi vous parler. Vous engage, oui ou non? Laissez-moi vous expliquer, parce que c'est non, lorsque vous êtes à court d'arguments, vous dites non, je ne suis pas responsable. C'est Serbi Bellouz qui assume la responsabilité. Tout ça. Il y a des propos qui ont été tenus sur une personne et qui ont trait à son passé politique, à son éventuelle collaboration avec la police politique. Moi, je considère que ce n'est pas ça le débat politique aujourd'hui. Sur ça, ce sont des propos lancés par une personne contre une autre. Ce n'est pas un communiqué de notre parti, une position officielle. Moi, je parle des positions officielles. Il a le droit d'exprimer ses positions personnelles. Dieu merci, on est encore quand même en démocratie. Il a le droit de dire, Monsieur Al-Hariri est un ministre, il est responsable. Il a la direction du parti. Est-ce que lui aussi, il engage sa propre personne? Il faut me laisser quand même parler. Je pense qu'on va trouver le moyen de discuter de manière très civilisée et surtout de s'écouter. Voilà. Oui. Donc laissez-moi vous répondre, si vous le permettez bien, parce que tout ça, il faut faire la part des choses, il ne faut pas tout mélanger. Donc moi, je dis, c'est pas ça le débat. Le débat aujourd'hui, on a un mouvement légitime de contestation. C'est un mouvement légitime de contestation qui aujourd'hui, je considère que certaines forces ont essayé d'instrumentaliser. Ce n'est pas nouveau. Il y a toujours des gens qui essayent de jouer sur la misère des gens. Je vais y arriver. Laissez-moi juste m'exprimer, mettre deux phrases. Donc, il y a évidemment des choses qui se produisent sur le terrain de manière très, très pacifique. Personne ne peut dire que ça, évidemment, est contestable ou, évidemment, on ne peut pas reprocher aux Tunisiens aujourd'hui, après la Révolution, d'exprimer leur mécontentement ou d'agir dans la rue ou de faire des protestations ou des contestations pacifiques. Ce qui est, par contre, inacceptable, c'est l'usage de la violence, c'est de pourrir la situation de manière à aller, à inviter, à inciter, à encourager les gens à utiliser de la violence, de faire du discours d'incitation et de faire également de la violence sur place qui engendre de la contre-violence. C'est un cercle vicieux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas bon ni pour Céliana ni pour notre pays tout entier. Évidemment, il y a une grève générale. Je ne vois pas, il est où le problème. Le JTT a le droit, même si je considère que je n'aurais pas soutenu une telle démarche justement dans cette période-là, mais je considère qu'aujourd'hui, on a un problème réel qui est le résultat d'un héritage, qui est le résultat d'un processus qui a duré plusieurs décennies. On n'a pas une baguette magique pour transformer ces liens en Suisse ou en Norvège en 10 mois. Vous continuez à éluder de répondre à la question, vous invoquez des forces qui sont derrière et vous ne les citez pas. Bon, si vous me laissez parler, je vais vous répondre, mais il faut arrêter de nous interrompre. Non, mais il faut arrêter de m'interrompre parce que, comme ça, je pense que les spectateurs qui nous regardent n'auraient pas une vision très claire de nos propos et après ils jugeront, je dirais, en citoyens éclairés. Donc, quelle est votre réaction par rapport aux forces de l'ordre qui ont utilisé la chevrotine contre les manifestants? Non, mais laissez-moi, je vais revenir à ça. Ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il faut déjà distinguer entre le mouvement pacifique et le mouvement de contestation sociale et après justement les débordements qui sont initiés par certaines forces. Et le ministre de l'Intérieur a dit, donc certainement
Effectivement, il a des idées, il a des preuves, il a des documents qui attestent cela. Et après, le moment venu, chacun répondra de ce qu'il a fait ou de ce qu'il aurait fait devant la justice. Et il répondra de ces faits-là. Donc, je pense que, évidemment, on a aujourd'hui un certain nombre de mouvements dans votre parti, il faut le dire les choses clairement, ou certains membres de votre parti, qui essayent de pourrir la situation dans certaines régions pour transformer justement les mouvements pacifiques en un mouvement de déstabilisation, de harcèlement du gouvernement et justement de créer des conditions favorables à un pourrissement général qui, peut-être dans leur projet, qui ne se réalisera malheureusement pas, je pense que ça vous ne verra jamais. Non, mais écoutez, je pense que pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est pas très bon d'agir de la sorte. Laissez-moi m'exprimer, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ça ne devient pas un débat, ça devient du harcèlement. Vous êtes habitué à le faire sur la rue, sur le terrain, mais essayons de faire au moins un débat télévisé dans une sérénité et dans une... Moi, je suis un homme de dialogue, je dialogue avec tout le monde, mais laissez-nous le temps au moins d'exprimer nos positions. J'ai dit que l'usage de la violence on doit aujourd'hui faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Il faudrait qu'une enquête soit diligentée pour voir ce qui s'est passé exactement. S'il y a un usage excessif, disproportionné de la part des forces de sécurité, évidemment, il faut en tirer toutes les conséquences. Quel est votre sentiment sur la chevrotine utilisée quand même ? Écoutez, moi, je n'ai pas les éléments... On a quand même vu une dizaine de personnes qui ont perdu la vue. On a vu un journaliste de France 24 qui s'est fait tirer à coups de chevrotine sur le dos. On a vu beaucoup de gens qui se sont fait tirer dessus. Moi, je peux que regretter les victimes. Je peux regretter justement ces résultats qui sont totalement, évidemment, regrettables. Mais je peux que dire une chose, c'est que vous savez que les forces de l'ordre ont pour obligation de défendre des bâtiments de souveraineté, ont pour devoir de sécuriser ceux qui sont dans ces bâtiments-là, et que selon la loi de 69, la loi numéro 4, qui réglemente de manière très détaillée justement l'usage de la force par les forces de sécurité, il peut y avoir un usage progressif. Est-ce que ça a été respecté ou non? C'est une affaire de spécialistes et c'est une affaire de documents et de preuves. Je ne peux pas lancer comme ça, de manière péremptoire des choses alors que je n'ai pas aujourd'hui les éléments pour juger. Alors, Monsieur Jmeau, sur Célienne, sur les propos de Monsieur Zied, allez-y. Bon, je constate d'abord une contradiction. D'abord, il dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui a ces documents, qui a ces preuves et qui va faire une enquête et qui est à même de délimiter les responsabilités et de déterminer les partis qui sont derrière tout ça. Et puis, d'autre part, il s'arroge le droit de pointer du doigt notre parti, alors qu'il a cité d'autres. Bon, ça montre toujours cette campagne virulente contre notre parti. Nous le disons clairement. Nous serons toujours avec notre peuple, avec les masses laborieuses, avec les masses populaires. Bien. Pas comme vous. J'espère bien. Donc, là où les masses populaires se soulèvent et militent... Mais pas à la manière des années 70, il faut le faire de 2012, parce que ces populations-là, aujourd'hui, ont besoin de travailler, ont besoin de créer les conditions favorables pour l'investissement étranger. Écoutez, c'est moi qui parle, vous m'entendez. Ah, mais non. Vous m'entendez. Donc, nous serons toujours... Vous m'entendez. Que c'est quand même Monsieur, vous plus facile de Monsieur s'échanger quand on s'écoute. Voilà. Vous m'entendez. Vous allez m'entendre. Hein? Donc, nous serons avec nos masses populaires. Et nous ne les abandonnerons pas jusqu'à ce que leurs revendications légitimes soient réalisées. Ça, il faut que ce gouvernement le sache et que votre parti en soit convaincu. Et vous pensez ce que vous avez fait à Célienne, là, il est bon pour Célienne? C'est bon pour l'image de Célienne? Ce qu'on est en train de vivre là, ça va détruire les emplois qui sont déjà à Célienne. Parce qu'il y a déjà une entreprise qui a dit qu'elle va quitter. Vous voyez que vous énervez. Non, mais soyez cohérents avec vous-même. Vous pensez que ça va créer des emplois à Célienne? Vous croyez que cette violence... Calmez-vous. Non, mais vous croyez que la population de Célienne revendique le travail? C'est vous qui ne le... C'est votre gouvernement, c'est le gouvernement de la Troïka qui ne procure pas le travail
aux gens de Parce que ça, c'est la logique des années 60. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne crée plus d'emplois. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois, monsieur. C'est le secteur privé qui est le plus grand employeur. Il faut donner les conditions pour le secteur privé qu'ils viennent pour investir. Et ça, c'est justement complètement destructif. Deuxièmement, pour les donc emplois, la violence, ce n'est pas le GTT, ce n'est pas notre parti, ni les militants du Front populaire qui ont appelé à la violence. La violence a été d'abord le fait des agents de l'ordre. Et concernant la chevrotine, c'est le cadeau de Qatar, du régime despotique, du régime réactionnaire, du régime agent de l'impérialisme et du sionisme qui nous a donné ce cadeau à notre cher gouvernement de la Troïka. Vous avez des preuves? Non, mais vous avez des preuves? Non, cette chevrotine n'a pas été utilisée du temps de Ben Ali. Où est-ce qu'elle a existé? Et je m'étonne. Et je m'insurge. Parce que Ben Ali utilisait des balles réelles, monsieur. Et je m'insurge. Il utilisait des balles réelles, et je m'insurge contre les propos du ministre de l'Intérieur. Monsieur Ali Araïf. Monsieur Ali Araïf, qui a dit que moi, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste des munitions, etc. Mais ces armes, comment elles ont été, ou cette chevrotine, comment elle a été introduite en Tunisie? Monsieur Araïf, en tant que ministre de l'Intérieur, n'a pas dit que cette chevrotine a été importée du temps de Ben Ali pour que M. Zied en soit convaincu. Monsieur Araïf a nié toute capacité, toute compétence en la matière. Donc, cette chevrotine, c'est un cadeau empoisonné de Qatar. Et cette chevrotine, de l'aveu même de monsieur le ministre de la Santé aujourd'hui, dans les journaux, lorsque vous les feuilletez, vous trouvez une déclaration du ministre de la Santé qui a effectivement dit qu'il y a eu des victimes qui ont perdu la vue. Et cette violence disproportionnée. Monsieur Ziad Adali a reconnu que le mouvement était pacifique. Le GTT n'a jamais appelé... Il a dégénéré. N'a jamais appelé les manifestants à utiliser la violence, à user de la violence. Donc, s'il y a des intrus ou s'il y a une provocation de la police, on a vu à la télévision comment les événements se sont succédés. Donc, nous condamnons tout recours à la violence. Nous, en tant que parti Ouattara, et nous, en tant que aussi Front populaire, nous n'avons jamais cessé de condamner la violence d'où qu'elle vienne. Nous avons condamné la violence même lorsque le feu Habib, le feu Naqab a été assassiné. Lotfi Naqab. Donc, on va y revenir sur le propos de la sécurité. Mansouf Marzouk, qui est donc le président de la République provisoire, il a déclaré vendredi que le gouvernement n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple. Donc il a appelé à la constitution d'un gouvernement de compétences. Quelle est votre réaction par rapport aux propos du président de la République provisoire? Si vous permettez, juste vous allez répondre à ça, mais on revient sur cette question-là. On ne va pas s'éterniser. Justement, voilà. il faut être clair. Il faut que les spectateurs qui nous regardent soient évidemment éclairés sur les positions respectives des uns et des autres. Nous, on ne cautionne pas. Notre parti, Ennahda, le gouvernement, la Troïka ne peut pas cautionner la violence, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine. Donc, pour nous, que ce soit les manifestants à la base dans un mouvement pacifique de contestation, certains d'entre eux aient usé de la violence ou que des forces de sécurité ont fait un usage excessif, disproportionné de la force, ceci évidemment est inacceptable. Mais à la différence de monsieur, je condamne, bien sûr, je condamne. Non, vous n'avez pas pris. À la différence, votre parti n'a pas condamné. Contrairement à vous, votre parti a justifié le recours. Je condamne pas, je prononce pas, je juge pas, Monsieur nous a dit heureusement qu'il n'a pas eu enquête usage soit diligentée et que toutes les responsabilités soient établies. Donc évidemment, je veux voir les pièces, je veux voir les preuves, je veux voir justement les éléments qui me permettent de la justice fasse son travail. Je vais pas juger de manière hâtive et dire que toute la responsabilité est dans un camp ou dans un autre. Elle peut être partagée d'ailleurs. C'est pas un problème. Donc moi, est-ce que vous pensez que le gouverneur de Sinaï doit démissionner aujourd'hui? Moi, je pense que s'il y a des erreurs établies contre ce gouverneur, évidemment, on doit en tirer les conséquences. Alors pourquoi Hamadou Zbeli, le chef du gouvernement provisoire, a déclaré
et ça c'est des choses réelles, hein, on peut les voir dans les médias, il a dit « je partirai avant que ce gouvernement Non, parce qu'il faut faire la part. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut distinguer entre deux choses. Entre dire il faut que ce monsieur le parte, parce qu'il y a la rue, il y a la pression, il y a certains mouvements ou certains partis qui font qui mobilisent la rue pour faire démettre quelqu'un. Ça, c'est inacceptable, comme je l'ai dit, la dégage attitude. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on veut instituer un état de droit, monsieur. Voilà, c'est très simple. Parce qu'on veut instituer. C'est l'autorité qui a nommé qui peut aujourd'hui démettre quelqu'un de ses fonctions. Je pense que ce sont les règles basiques de la révolution. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce responsable-là. Je ne vais pas aller, journaliste ou avec cette personne, d'aller mobiliser la rue pour le faire démettre. On peut demander, mais il y a l'autorité qui décide. Parce qu'aujourd'hui, l'attitude qui consiste à faire usage de la pression de la rue pour faire, elle peut, dans le cadre de manifestations pacifiques, exprimer, le 14 janvier, elle peut exprimer une opinion, mais elle ne peut pas imposer, elle ne peut pas forcer la main du gouvernement à faire ça. Si après on n'est pas d'accord avec le gouvernement, qu'on le change par les urnes, parce que nous on croit dans l'état de droit et on croit dans les urnes. C'est peut-être la différence entre nous. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le ministre ou le gouvernement qui l'a nommé, il vous appartient la prochaine fois d'en tirer les conséquences, de ne pas voter pour lui et d'appeler les gens à ne pas voter pour lui et non pas faire pression, mobilisant la rue et après faire déclencher toute cette violence qui est évidemment très, très grave pour notre image, pour l'image de la région que vous êtes censé défendre, que vous dites que vous êtes en train de la défendre, parce que ça c'est très grave. Voilà, tout simplement. Ce sont des règles basiques. Je reviens à votre deuxième question parce que évidemment, moi je peux pas convaincre des gens peut-être qui sont convaincus qu'il y a la violence révolutionnaire qui va changer le monde. C'est des discours des années 60. Moi je suis en 2012 et je suis dans une autre attitude complètement différente. Je dis que M. Marzouki, Monsieur le Président de la République, je reprends ses propos, a le droit évidemment de porter un regard critique sur le gouvernement. Nous, en tant qu'élus du parti NAD, en tant que députés à l'Assemblée nationale, on a exprimé plusieurs fois notre mécontentement sur certains aspects, comme le reste de la population. Nous considérons que nous sommes dans une démarche critique par rapport au gouvernement. C'est notre rôle, même si on n'est pas forcément allé crier dans les rues pour dire oui, ce gouvernement, c'est le pire de l'histoire, il faut le changer par la rue ou par la violence. Nous considérons que nous sommes dans une démarche démocratique nouvelle. Donc, évidemment, ce travail critique est tout à fait légitime. Est-ce que vous pensez vraiment que ce gouvernement a échoué, alors, d'après les propos de M. Marzouki? Par contre, pour dire que c'est un échec, je pense que ça, c'est très prématuré. Je pense que le gouvernement a fait beaucoup de choses, ne serait-ce que sur Sidiane, il y a des chiffres qui montrent, par exemple, le travail qui a été entamé sur beaucoup de chantiers, sur le logement social, sur les questions d'infrastructures. Il y a un certain nombre de projets. Il y a 25 milliards qui ont été... quelques projets pour que les gens... il y a 25 milliards de nos millimes qui ont été dépensés... Quels sont ces projets, monsieur? Mais laissez-moi vous dire. Il y a 25 milliards de nos millimes, voilà un exemple d'argent qui est dépensé dans des projets de création de logements sociaux dignes qui vont être attribués à des logements sociaux, ce n'est pas du boulot, hein. Évidemment, il faut que les gens puissent vivre dignement aussi. C'est la mission de l'État. L'État n'est pas un créateur d'emplois direct. L'État, en favorisant un projet comme ça, vous imaginez bien que pour construire des centaines de logements, il va falloir de la main-d'œuvre pour les construire. Ils ne vont pas se construire comme ça. Voilà. Vous vous êtes déplacé à Sidiane. Laissez-moi... Vous avez vu des logements sociaux construits, monsieur Laderi? Parce que des logements, je pense que ça c'est... Est-ce que vous vous êtes amené... Et vous imaginez bien que des logements sociaux ne se construisent pas en 2 jours. Je vous pose la question, répondez. Est-ce que vous vous êtes déplacé? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous vous êtes déplacé assez bien? Il faut respecter l'intelligence des gens qui nous regardent et que des logements sociaux ne vont pas se construire en 2 jours. Donc vous avez dit que des logements sociaux ont été construits. Certains d'entre eux sont en train de se construire. Mais vous imaginez bien, si vous avez regardé un chantier dans votre vie, vous voyez qu'un chantier dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ce genre de critique, c'est trop simple. Donc, essayez d'avoir quelque chose de plus... Non, mais essayez d'avoir quelque chose de plus élaboré, parce que ça ne marche pas. Donc, il faut respecter l'intelligence des gens qui nous regardent. Des projets, quand on dit il y a 25 milliards, ça veut dire qu'il y a un projet réel qui est aujourd'hui sur le terrain, comme certains d'autres. Dire
qu'il y a une insuffisance, qu'il y a des choses à améliorer, qu'il y a un rythme qui est très lent, il faut aujourd'hui le dire. Le gouvernement doit agir de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense. Ça, tout à fait, on a le droit de dire ça. Nous sommes les premiers à le dire et nous sommes les premiers à dire s'il y a un ministre ou s'il y a un responsable qui n'a pas fait correctement son boulot, il faut évidemment le changer de manière rapide et claire et en tirer toutes les conséquences. Mais de là à dire que tout le gouvernement a échoué, je pense que là, il va falloir laisser déjà du temps pour faire tout le bilan et en tirer toutes les conséquences. Voilà, donc je considère que le président peut faire ces critiques-là, mais je pense qu'en tirer un jugement sur un échec total, je pense que ça, c'est impératif. Monsieur Sami Diallo, le ministre de la Justice transitionnelle et des droits de l'homme, il a dit que le gouvernement va prendre son temps pour répondre aux propos du président de la République provisoire. Bon, d'abord, je prends acte du discours du président provisoire. Il a fait un état des lieux objectif. Il a reconnu qu'il y a un décalage entre les aspirations du peuple tunisien et l'action gouvernementale. Il a dit qu'on a besoin d'un gouvernement dont les membres soient dont le nombre soit compétent et un gouvernement réduit. Cela veut dire que le président a reconnu que ce gouvernement est incompétent et que ce gouvernement qui compte près de 90 personnes entre ministres, conseillers, secrétaires d'État, etc., vraiment est une charge lourde pour le budget de l'État et il est inopérant. Donc, cet aveu, en fait, reprend ce que nous avons demandé depuis dès que les résultats des élections législatives du 23 octobre. Voilà. Nous avons dit que le pays a besoin d'un gouvernement de compétences nationales et un gouvernement réduit. Aujourd'hui, on arrive à cet aveu et nous en prenons acte et nous disons qu'il faut que le gouvernement soit remanié et qu'il réponde aux critères que le président de la République lui-même a évoqués. Donc, c'est un gouvernement qui a échoué. De l'aveu même du président qui fait partie du gouvernement de la Troïka. Donc, monsieur Jmoul, vous dites que votre parti considère que le gouvernement actuel, la Troïka qui est en place, a échoué. C'est le président de la République qui le confirme. Ce n'est pas seulement les propos, la position de notre parti, ni la position du Front populaire. Le président le reconnaît. Deuxièmement, le président a reconnu aussi le rôle éminemment positif que joue l'UGTT. Et il a insisté pour que l'initiative de l'UGTT, appelant à un débat national, la conférence nationale, donc il a salué cette initiative, il l'a appuyée et il a demandé à ce que l'UGTT... Très bien, on va terminer avec ce justement. sujet. Donc je voudrais une minute. Je crois, M. Ziyed, qu'il faut distinguer entre la légitimité électorale et la légitimité populaire. Il est vrai que ce gouvernement est issu d'élections, que personne n'a contesté la justesse. Bon. Mais le fait que vous soyez au pouvoir, cela ne vous donne pas le droit de faire tout ce que vous voulez ou de ne pas entendre la rue. Parce que lorsque on nomme des gens incompétents, comme vous l'avez fait à Dar Saber, comme vous l'avez fait aussi au gouvernorat de Gbeli et dans d'autres régions. Donc, la responsabilité, le sens de la responsabilité, devrait vous conduire à réviser une position qui est fausse, qui a été contre-productive. Très bien. C'est assumer toute la responsabilité.
Et il faut entendre cette population qui a demandé à ce qu'un gouverneur établisse des liens, des rapports de dialogue, de discussion avec la population. Le gouverneur que vous avez placé à la tête de ces liens est autiste. Il ne veut pas de dialogue avec la population. Très bien. Monsieur Larvelli, écoutez, moi, sur ces propos et on passe à autre chose. Moi, je ne fais pas de distinguo entre légitimité électorale et légitimité populaire, parce que moi, je considère que la souveraineté du peuple, elle s'exprime par les urnes, et la légitimité électorale, elle est le résultat de la légitimité populaire, parce que sinon, c'est la violence, et c'est l'anarchie, et justement, c'est le désordre qui s'installe dans le pays, où chacun va dire « mais moi, j'exprime la légitimité populaire, vous êtes au gouvernement, vous exprimez que la légitimité électorale ». Mais je considère que vous avez raison de dire que le gouvernement doit écouter. Nous l'invitons régulièrement à écouter, à réviser ses décisions quand elles s'avèrent justement inappropriées. Et je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Quant aux propos qui ont été tenus par le président de la République, je considère qu'il y a une petite légère déformation. En tout cas, moi, je l'ai entendu hier, je l'ai entendu quand il s'est exprimé, et il a parlé d'un gouvernement réduit, certes, mais des compétences dans les postes économiques et sociaux. C'est-à dire qu'il n'a pas parlé d'un gouvernement de technocrates. Pas de l'ensemble. Voilà, il a parlé que dans les ministères ayant trait aux questions de développement économique et social, il faudrait qu'il y ait plutôt des technocrates les plus compétents pour occuper ces postes-là. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de parler comme ça d'échecs, parler de généralisation, il ne faut pas oublier qu'il y a des lourdeurs bureaucratiques, au-delà des personnes en réalité, au-delà des ministres en tant que tels, en tant que personnes, ce n'est pas en changeant des personnes qu'on va forcément avoir un bilan beaucoup plus positif. Parce qu'il y a des lourdeurs bureaucratiques, il y a des mécanismes institutionnels, juridiques, administratifs, des procédures, etc., qui aujourd'hui bloquent et ralentissent aujourd'hui le résultat des projets programmés par le gouvernement, le projet de développement économique et social, d'accès aux services publics dans les régions. Je m'explique. Par exemple, quand vous voulez créer par exemple des logements sociaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais vous savez que pour créer des logements sociaux, il faudrait que l'État lance un appel d'offres pour sélectionner justement les constructeurs, les entreprises qui vont construire ces logements, qu'il va falloir donner un délai, qu'il faut faire un tri, etc. Donc tout ça prend du temps. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas être dans cette posture populiste, en fait, en parlant avec les gens, mais pourquoi on ne voit pas les projets? Il faut comprendre qu'il faut tenir un langage de sincérité, il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, aux citoyens, que le travail de développement va prendre plusieurs années. Ça va prendre plusieurs années parce que, évidemment, il y a un héritage très lourd, il y a des complications et des difficultés de la bureaucratie, il y a des lois à changer, il y a des règlements et des procédures, mais aussi qu'il y a tout un environnement à transformer et que tout ça, ça prend du temps. Donc, il faut laisser du temps au temps. Très bien. Faire croire aux gens qu'on est capable, que le gouvernement est capable, quel qu'il soit le gouvernement, d'ailleurs, même si on n'était pas au gouvernement, on aurait tenu les mêmes propos. Quel que soit le gouvernement, même si demain vous êtes au pouvoir, je ne pense pas que vous êtes capable de transformer la réalité des Tunisiens en plusieurs mois, ni en plusieurs années. C'est ce qu'il faut tenir. Entre nous il faut être responsable. Il faut croire que ce n'est pas la violence révolutionnaire et créer l'anarchie qui va changer la réalité des gens. Au contraire, je pense qu'elle va empirer la situation des gens. Et il faut être responsable. Il faut tenir ce langage de vérité avec les Tunisiens. Je m'excuse. Parce qu'autrement, on va les induire en erreur et on va créer des conditions plutôt négatives et aggraver encore le niveau d'attractivité de ces régions. Et chose que vous évitez. Vous parlez de bureaucratie. Le pays avait besoin, juste après la chute du régime de Ben Ali, d'entreprendre des réformes sur le plan des réformes touchant le secteur de la justice, des réformes touchant le secteur de l'information et entre autres une réforme administrative. Et il fallait... non, je m'excuse, je vous ai laissé parler. Qu'est-ce qui vous a empêché d'ouvrir ce chantier pour la réforme administrative? Il est déjà ouvert. Pour alléger... Non, ça fait plus d'une année. Est-ce que vous avez ça fait pas ouvert? Non, non. Est-ce que vous avez plus d'une année que vous êtes au gouvernement? Est-ce que vous avez ouvert ce chantier? Ça fait pas plus d'une année. Est-ce que vous avez... Pardon, je m'excuse. Est-ce que vous avez ouvert ce chantier? Bien sûr. Pour alléger
cette procédure bureaucratique. Vous ne l'avez pas. Vous continuez à utiliser les mêmes mécanismes, les mêmes personnes, et vous lamentez maintenant de la bureaucratie. Non, monsieur. Non, mais je vais vous dire. Déjà, il y a des projets qui sont en cours. Il y a des projets qui sont en cours. Mais laissez-moi vous répondre. Vous voulez monopoliser la parole. Vous monopolisez déjà le pouvoir. Vous voulez monopoliser la parole. Vous voulez que je vous réponde ou vous voulez juste raconter des... J'ai rebondi sur ce que vous dites. Non, mais c'est faux ce que vous dites. La réforme fiscale, la réforme administrative et d'autres réformes n'ont pas été entamées. Mais vous croyez qu'on peut faire une réforme fiscale en 10 mois? On peut faire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des compétences dans ce pays? Mais le temps de la concertation, il y a une concertation qui se fait, elle prend déjà plusieurs mois. Parce que vous Après, ne voulez le temps pas. de préparer un projet de loi, après le présenter à l'Assemblée. Vous ne voulez pas faire une réforme fiscale pour alléger les charges fiscales sur les salariés. Vous continuez à donner des cadeaux à ceux qui n'accomplissent pas leur devoir fiscal. Vous l'avez fait. C'est trop simple. Vous l'avez fait. Il faut arrêter avec ce populisme. Vous avez accordé une amnistie fiscale. Il faut parler aux gens un langage de vérité. Si le gouvernement commence déjà par lancer des procédures sans faire la concertation, sans parler avec tous les acteurs, sans faire un débat, sans créer des commissions, sans préparer un projet de loi, sans le présenter à l'Assemblée, sans le discuter, ça serait vraiment la dictature. Ça prend du temps, ça prend du temps. Ça prend du temps, tout ça. Monsieur Zied, s'il vous plaît. Monsieur Zied, non, soyez sérieux. Non, mais soyons sérieux. Si vous croyez qu'une réforme fiscale peut se faire en 3 mois, vous pouvez me laisser parler. J'ai vu un document émanant du ministère de la Justice. Un livre concernant la politique ou des projets du ministère pour 4 ans, 2012-2016. Déjà, vous voyez, sans concertation. Et le ministère l'a fait. Je ne sais pas de quel document vous parlez. Je peux vous le montrer. Non, allez, il existe. Il y a une réflexion. Donc, c'est une question de volonté. Est-ce qu'on veut faire des réformes, les réformes nécessaires, ou bien les ajoute? On passe à notre sujet, on n'est pas sur les réformes là pour aujourd'hui. On a parlé de Silienne, on a vu que, d'après vos propos, le gouvernement a une part de faute, le peuple aussi a une part de faute. Hein. Non, je dis qu'il faut une commission d'enquête, il faut une enquête véritable, il faut que la justice aussi fasse son boulot. Et une fois qu'on aura les résultats, on en tirera les conséquences. Très bien. Simplement. Mais moi, je ne me lance pas comme ça dans des déclarations. Donc on passe à autre chose. On passe à autre chose. Que pensez-vous de certains députés, M. Jmoul, qui ont signé ce vendredi une motion de blâme contre le chef du gouvernement provisoire qui était invité à l'ANC et qui ne s'est pas présenté? Moi, je crois que ces députés ont été frustrés. Ils ont réagi parce qu'ils s'attendaient que M. le Premier ministre vienne à l'Assemblée nationale. Apparemment, M. Hamad Djibel était invité, il n'est pas venu. Oui, M. Hamad Djibel, on leur a dit qu'il s'est excusé pour le premier jour et qu'il viendra le lendemain, mais il ne s'est pas présenté. Donc, je peux comprendre l'attitude de ces députés qui ont vu que peut-être M. le Premier ministre a donné plus d'importance à une autre activité qu'à un débat avec les élus et leurs représentants. Très bien. Réaction? Moi, je pense que le Premier ministre, enfin, monsieur le chef du gouvernement, aurait dû être là. Je pense que... Vous êtes pour cette pétition? Vous avez signé? Ceci dit, je n'irai pas jusqu'à faire une motion de censure contre le gouvernement parce que le chef du gouvernement ne s'est pas présenté. Il a envoyé les responsables qui représentent le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, le numéro 2 du gouvernement, monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc je ne pense pas qu'effectivement on peut lui reprocher cela, d'autant plus qu'il était sur le terrain. Parce qu'en tant que député, vous avez signé cette pétition? Non, je n'ai pas signé. Je pense que notre rôle en tant que député, ce n'est pas de signer des pétitions. D'accord. Non, mais c'était une question très simple. Vous pouvez quand même présenter une motion de censure. C'est votre rôle aussi.
J'irai pas jusque-là. Il était sur le terrain, il était dans le sud de la Tunisie, il y avait des choses qui étaient prévues avec la population. On sait qu'il y a un problème à Djerba, avec un problème à Djerba, avec Aziz. Il n'avait pas pu se rendre la semaine dernière. Je pense qu'on doit justement l'encourager à être davantage sur le terrain et rencontrer les gens que d'être tout le temps, je dirais, dans des réunions à huis clos ou avec des députés, même si je pense que effectivement, sa présence était souhaitée. Très bien. Alors, on va revenir sur l'affaire de Semil Fehri, qui a été, donc, il y avait eu la justice avait rendu son verdict qui disait que, voilà, M. Semil Fehri doit être libéré. Tout le monde était parti devant la prison d'Amor Nagay, sa famille, les gens de Tounsaï sont partis là-bas pour l'accueillir. Et finalement, le directeur de la prison d'Amor Nagay sort et dit que non, j'ai reçu un coup de fil des hautes autorités ou de quelqu'un du gouvernement qui dit que non, il ne faut pas, enfin, du gouvernement, en tout cas quelqu'un de supérieur au directeur de la prison qui lui a ordonné de ne pas libérer Semil Fehri. Et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à c'est quand même une polémique, quand même, tout le monde en parle. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, Monsieur Jmoua? Donc, lorsque la Cour de cassation a rendu sa décision cassant la décision prise par la chambre de mise en accusation et renvoyant l'affaire de nouveau devant la justice, devant la chambre de mise en accusation autrement composée, cela veut dire nécessairement que Semil Fehri devrait être libéré. C'est à ces avocats que revient le devoir et la charge de défendre leurs clients. Et c'est à la justice aussi de respecter, à l'autorité pénitentiaire, de respecter et d'appliquer une décision prise par la plus haute juridiction en Tunisie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot dans cette histoire, dans cette affaire? Bon, tout ce que je peux dire, qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment claires. Tout simplement dire, non, je suis contre la théorie de complot chaque fois. Non, ce n'est pas une question de complot. L'affaire Semil Fehri, il y a des choses à dire sur cette affaire-là. Mais dire qu'il y a un complot, non, c'est pas, je ne vais pas jusque-là. Moi, je pense que l'affaire Semil Fehri est une affaire d'un justiciable qui doit répondre de ses actes devant la justice. Je pense que s'il a fait des choses, il doit répondre. Je pense que déjà, il ne faut pas... Mais c'est par rapport à la libération et après on la vainque. Alors, justement, je vais répondre sur ça. Mais je pense que moi, comme dans toute affaire, je ne me prononce pas ni pour ni contre, ni déjà, il est présumé être innocent comme tous les Tunisiens qui ont des affaires devant la justice. Et je ne m'aventurerai jamais dans des déclarations comme ça contre tel ou tel sans qu'il y ait vraiment de jugement de la part des juridictions concernées. Encore une fois, sur cette affaire comme sur d'autres aussi, il faut tenir aux Tunisiens un langage de clarté et il faudrait essayer un peu de ne pas instrumentaliser, de ne pas politiser, de ne pas user d'une posture un peu populiste. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est une question technique, c'est une question juridique. Vous savez que la Cour de cassation est une juridiction de droit, comme on dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une juridiction qui va regarder la question, le dossier de Semil Fehri dans les aspects factuels ou dans la décision rendue en tant que telle, mais sur les arguments de la décision. C'est-à-dire que quand la Cour de cassation, elle va casser l'argument sur lequel Semil Fehri a été, donc on l'a mis en détention. Elle renvoie le dossier devant les juges de fond, ce qu'on appelle les juges de fond, la cour d'appel, qui, elle, c'est la cour d'appel qui prendra la décision. Donc je pense qu'il y avait un problème d'interprétation, parce que ils ont dit au début, comme la Cour de cassation a donc cassé la décision, donc elle a renvoyé devant la cour d'appel, donc on en a tiré
comme ça, de manière peut-être un peu rapide, que Semir Ferri devait être libéré. Or, en réalité, il appartient au juge de fond, en tout cas c'est ma compréhension, les petites notions juridiques que j'ai. Donc, M. Semir Ferri, il appartient à la Cour d'appel de se prononcer sur son cas, puisque sinon, ça ne veut rien dire, finalement. Si on renvoie le dossier à la Cour d'appel et on libère Semir Ferri, qu'est-ce que la Cour va faire? C'est ma compréhension que je fais. Je voudrais bien dire quelques mots. Hein. Oui. Bon, dans l'affaire Semir Ferri, il y a des choses qui ne se sont pas, de mon point de vue, en tant que juriste, normalement. Semir Ferri est poursuivi en tant que complice, alors qu'il... De Belhassan Trabelsi. Non, il y a aussi les présidents directeurs généraux. Oui, mais là, vous voulez entrer dans le fond du débat. Est-ce que vous pouvez me laisser? Je ne vous ai pas interrompu. Voilà. Donc, vite fait, oui. C'est le complice qui a été arrêté. Les auteurs principaux ne l'ont pas été. Deuxièmement, il y a l'affaire de la lettre anonyme qui est parvenue à la juge. Oui, contre la juge. Justement, vraiment, j'estime que c'est anormal qu'on tienne compte d'une lettre anonyme qui contient des allégations. Bon, ça c'est dommage qu'on arrive... Est-ce que Semir Ferri dérange le gouvernement aujourd'hui? Dérange la Troïka? C'est pas moi, je ne fais pas partie de la Troïka pour pouvoir répondre. Est-ce qu'il dérange la Troïka, M. Ziyed? Est-ce que sa télé dérange? Écoutez, personne ne peut... On revient vers vous. Hein. Je pense qu'encore une fois, il faut un peu éviter toute cette politisation et toute focalisation en fait, sur ces considérations plutôt politiques. Elle dérange, oui ou non? Je pense que finalement, si j'étais Semir Ferri, justement, j'aurais préféré justement que cette juge soit dessaisie, puisque finalement, l'autre juge a rendu une décision qui est favorable. Donc au moins, comme ça, le soupçon de corruption a disparu. Donc pourquoi vouloir donner à cette affaire une dimension qu'elle n'a pas? Il faut éviter de tout politiser. Il faut éviter de donner des proportions et d'instrumentaliser toutes les affaires, les petites et les grandes, pour des fins politiques. Non, je crois que c'est un fait important. Est-ce que cela peut se répéter? Est-ce qu'on va tenir compte de toutes les lettres anonymes qui peuvent, à tort, dénoncer des gens, que c'était la juge des magistrats, qui a voulu des experts, qui a été informé pour éviter justement qu'on lui reproche après quoi que ce soit. Ceux qui dénoncent des gens, des magistrats ou autres, pour corruption, etc., doivent avoir au moins le courage d'assumer leurs responsabilités et de dévoiler leur identité, afin qu'ils puissent aussi présenter leurs moyens de preuve. Mais tenir compte de ces lettres anonymes pour vraiment... il paraît que la juge elle-même avait souhaité ça. Parce que j'ai vu, la juge elle-même a pour démettre des juges ou les pousser à se démettre. Donc ça c'est grave. Et si... Au ministère je considère que le ministère de la Justice n'aurait pas dû vraiment acheminer cette lettre à la Chambre, à la juge, à la Chambre. Donc, très bien. Alors, aujourd'hui, question très simple. Aujourd'hui, l'opposition ou bien le parti Al Wattad, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement dans les grandes lignes? Nous lui reprochons trois choses majeures, fondamentales. Premièrement, nous constatons qu'en matière de politique économique et de mesures économiques, il n'a pas changé d'un iota les grandes orientations de l'ancien régime. D'abord, il a accéléré la privatisation ou la cession des biens qui ont été expropriés, alors que la cession n'était pas, et de l'avis même d'experts économiques, n'était pas opportune et n'est pas rentable, parce que le fait que la Tunisie soit mal notée, que nos banques soient mal notées, baisse la valeur et la valeur de ces la valeur de ces biens expropriés mis à la cession. Deuxièmement, nous le reprochons dans ce cadre-là d'avoir accepté, d'avoir cédé même au fonds luxembourgeois qui est inconnu et qui apparemment
mafieux, qui n'est pas, en tous les cas, qui est douteux, qui n'est pas propre. Donc, nous lui reprochons aussi de céder, d'avoir accepté de faire une concession à Qatar Airways, de lui donner la de lui faire bénéficier de la 5e liberté au détriment de la compagnie tunisienne. Nous lui reprochons, et à titre d'exemple, d'avoir accepté de céder à la ligne maritime Grimaldi-Naples le fret ou la ligne Tunis-Gênes au détriment de la Côte-Unave. Donc, ces orientations, nous constatons que le gouvernement actuel continue sur le plan économique dans la même voie de libéralisation de l'économie nationale et de la cession des biens d'expropriation. Deuxièmement, nous nous reprochons sur le plan social de ne pas avoir procédé justement à cette réforme fiscale, de ne pas avoir contrôlé les prix comme il faut, de ne pas avoir contrôlé les prix et l'inflation, de ne pas avoir frappé fort contre ceux qui, justement, qui exercent des monopoles et contrôlent le marché des biens de base dont la population a besoin. Nous nous reprochons sur le plan de la politique économique d'avoir pris l'engagement de signer l'accord avec l'Union européenne sans consulter les partis politiques, sans consulter la centrale syndicale, l'UTICA, l'UTAP, d'autant plus que cet accord va être la base de négociations en matière de produits agricoles et de libéralisation de l'importation de biens agricoles et des services. Nous nous reprochons de s'aligner sur le plan de la politique internationale, de s'aligner sur la position du régime réactionnaire, du régime arabe réactionnaire, tel que le Qatar, et principalement le Qatar, dans l'affaire syrienne. Nous lui reprochons aussi de refuser d'insérer une disposition dans la Constitution qui criminalise tout rapport avec l'entité sioniste. Nous lui reprochons. On peut répondre, parce que Seigneur, ça va faire une liste. Oui, alors, nous lui reprochons également. Chose, hein. Oui, on a compris qu'il n'est pas content. Oui, nous lui reprochons de vouloir. D'être incompétent, tout simplement. Pas d'être incompétent, non, mais même de vouloir empiéter sur le peu de liberté, sur les libertés que nous avons conquises, que notre peuple a conquis, en matière d'expression, en matière de manifestation, en matière de rassemblement. Donc nous constatons que le gouvernement essaie d'empiéter tout sur ces acquis-là et de vouloir vraiment instaurer une dictature petit à petit. Très bien. Écoutez, la liste est trop longue. Je pense que oui, voilà, vous le reprochez à ce gouvernement, je pense, d'exister. Et vous l'avez, je pense que beaucoup, en tout cas dès le début, ont tenu un discours contre le gouvernement, alors qu'il commençait déjà ses premiers pas. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je peux être d'accord avec vous, comme la question du modèle de développement, etc. Mais je pense qu'encore une fois, il faut tenir un langage de vérité avec les gens. Si on veut être des responsables politiques et avoir un sens de responsabilité, il faut expliquer aux gens que les réformes structurelles telles que le changement profond de modèle économique, de réforme fiscale, de réforme de l'administration, etc., tout ça, ça prend des années. Parce qu'il y a le temps de concertation, il y a le temps de conception, il y a le temps de proposer des projets de loi, il y a le temps de débat parlementaire, il y a le temps d'implémentation, de mise en exécution. Tout ça, ça prend des années. Donc moi, je pense qu'on peut entendre certaines choses dans ce que vous venez de dire, mais je pense qu'il faut donner du temps au temps et il faut expliquer aux citoyens que s'ils pensent que c'est une affaire de quelques mois, je pense qu'on se trompe tous et que ça serait vraiment très grave
pour les Tunisiens, parce qu'ils seront déçus et que s'ils seront déçus, je pense que personne finalement ne gagnera parce qu'on ne saura pas les conséquences de cette déception. Je pense que là, on a une divergence de fond avec ce que vient de dire Sidi Mohamed, c'est que nous sommes pour une Tunisie ouverte. Nous sommes pour une Tunisie qui n'est pas fermée sur elle-même. Elle est une Tunisie intégrée dans son environnement proche comme dans son environnement international. Et c'est pour ça que nous considérons que l'approfondissement des relations avec l'Union européenne est une bonne chose pour la Tunisie. Et contrairement à ce que vient d'être dit et ce qu'on entend un peu partout, on n'a rien signé avec l'Union européenne. Donc il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas correctes. Vous n'avez rien signé avec l'Union on n'a rien européenne. signé. Vous avez signé un accord politique et vous dites que vous n'avez rien signé. Justement, on n'a pas signé. Vous avez signé un accord politique, monsieur. Attendez, il faut pas entendre des choses qu'on entend sur Facebook. Il faut regarder. Non, je parle avec vous en tant que responsable. Donc moi aussi, je suis responsable. Donc il y avait une déclaration. Donc il y avait eu une déclaration sur l'octroi du statut privilégié ou avancé pour la Tunisie, mais toutes les discussions et toutes les négociations, tous les points que vient d'évoquer M. Jmour n'ont pas été encore discutés. Je n'ai pas dit qu'il y a eu des accords là-dessus, j'ai dit qu'il y a eu un accord et qui va ouvrir des négociations. Il n'a pas été signé, rien qui n'a été signé, il faut juste vérifier, il faut aller sur le site de l'Union européenne, il faut regarder. Donc moi, je ne cherche pas mes informations sur les réseaux sociaux, je parle en tant que responsable. Non, c'est pas donc ce qu'on écoute après dans les informations. Les instances européennes peuvent vous confirmer qu'on n'a rien signé. Il y a une déclaration qui a été donnée et que les négociations réelles sur tous les points que vous venez d'évoquer... C'est l'accord cadre. Non, ils ne sont pas en cours. C'est l'accord cadre qui a été... Il n'y a pas d'accord cadre. Non, mais il faut être précis. Je pense que si on est justement responsable, il faut utiliser les bons mots et rien n'a été signé. Il n'y a pas d'accord cadre. Il n'y a pas il n'y a rien du tout de ce que vous venez de dire. Donc il n'y a pas... il y a une déclaration politique et il y aura des négociations en 2013, surtout ces points-là. Donc nous, notre conception, c'est que qui a dit que c'est un accord politique que nous avons. Écoutez, vous pouvez vérifier. Entendu, monsieur le secrétaire général. Vous pouvez vérifier. Ça ne sert à rien de perdre du temps des téléspectateurs sur des choses qui ne sont pas exactes. Donc moi, je vous dis, vous aurez le temps de vérifier et on parlera une autre fois. Donc l'accord avec l'Union européenne. Nous considérons que les négociations vont commencer en 2013. Les négociations doivent aborder et doivent être des négociations. On va essayer de défendre la position de la Tunisie et on doit faire des choses, justement, avec le bilan de l'accord d'association. Avant de faire cet accord. Laissez-moi vous répondre. Donc, en faisant le bilan de l'accord d'association et en essayant de défendre la position de la Tunisie de manière à avoir le plus Vous dites une chose et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères en dit une autre. Il a dit que nous avons fait ce bilan et M. Laderi dit le contraire. Qui croire, je ne sais pas. Donc vous pouvez croire ce que vous voulez. Moi, je vous dis la position qui est celle de notre parti et celle de le secrétaire d'État. C'est le secrétaire d'État qui a dit ça. Oui, mais il a le droit de faire son bilan. Mais moi, je n'ai pas encore fait. Donc le lendemain, le jour J, quand il s'agira d'approuver cet accord, il va falloir que moi, je regarde, ainsi que mon parti, tous les éléments le département ministériel qui négocie, qui passe les accords. Ce n'est pas les partis qui passent les accords ou qui signent des conventions. Si vous reprochez aux autres de ne pas écouter, il faudrait commencer peut-être par donner le bon exemple. Donc il faut m'écouter pour que je puisse vous répondre et que pour les téléspectateurs puissent comprendre de quoi on parle. Donc moi je dis que notre parti, notre groupe parlementaire, le jour J, peut-être aura à se positionner sur tout ça. Il va falloir qu'on ait des documents, de la matière, des preuves, des éléments pour nous permettre de nous positionner sur tout ça. Moi, je suis pas là. Je regarde les documents officiels. Je suis pas les déclarations et c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, sur la criminalisation de la normalisation avec Israël et la constitutionnalisation de ça, nous avons tenu
une position que nous défendrons et qui consiste à dire qu'il il nous appartient pas en tant que constitution, je vous rappelle en tant que constituant, mais encore vous êtes retiré de la haute instance à cause de cette question. Et charité bien ordonnée, donc commencez par vous-même. Donc commencez par donner le bon exemple d'écoute, s'il vous plaît. Donc commencez par donner le bon exemple d'écoute, parce que vous me laissez pas l'occasion de m'exprimer. J'ai dit très clairement que notre position était de ne pas inscrire en tant que constituant dans la prochaine constitution, cette question-là, parce que ce n'est pas une question qui relève du débat constitutionnel. Ce n'est pas une question qui est inscrite parce que vous espérez qu'Israël va reconnaître les droits légitimes du peuple palestinien. Écoutez, nous, je pense que... Vous avez cette illusion. Je pense qu'encore une fois, c'est très populiste de vouloir faire de ça une question de surenchère. Personne ne peut surenchérir sur le soutien aux Palestiniens, et je pense qu'il va falloir répondre aux aspirations. Donc, ce n'est pas une question populiste. Des Tunisiens. Nous considérons que sur la Syrie, nous avons un massacre que nous voyons aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, il faudrait également faire la preuve de soutien par rapport à nos amis. Vous savez qu'il y a des Tunisiens qui sont envoyés en Syrie, monsieur. Syriens sur cette question. Donc, que vous avez compris que nous avons des divergences de fond sur ces questions-là, et pour nous, la question aujourd'hui, c'est de soutenir une évolution, que ce soit sur le rythme, par exemple, sur le rythme des réformes. Nous souhaiterions que le gouvernement soit plus rapide dans la mise en place de ces réformes. Nous souhaiterions que le gouvernement, il faut reconnaître qu'il a un déficit de communication très clair, et je pense qu'il va falloir qu'il modifie sa stratégie de communication, qu'il change, qu'il y a un problème de coordination entre les différents départements. Je vous pose une question. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour protéger l'industrie tunisienne, parce que j'ai pas des recettes très simplistes comme vous l'avez fait. Non, parce que vous n'avez rien. Je produis pour des gens intelligents des réponses un peu plus complexes. Vous ne voulez pas protéger les industriels tunisiens. Vous ne voulez pas protéger l'agriculture tunisienne. Il faut dire aux Tunisiens... Vous voulez que nous soyons... Je ne peux pas vous parler de la politique industrielle, de la réforme industrielle en 2 minutes. Ce n'est pas possible. Si vous pouvez le faire, parce que vous allez dire... Nous refusons que la Tunisie devienne une deuxième Grèce. La Grèce a été détruite par son intégration à l'Union européenne. Nous refusons que notre pays connaisse le même sort. Voilà, monsieur. Je pense qu'on est pour une Tunisie qui ne concède rien sur sa souveraineté, sur ses intérêts vitaux, sur son intérêt national. Je pense qu'on est des Tunisiens ouverts sur le monde, on est fiers de notre identité, on est fiers de notre islamité, de notre arabité, mais on est ouvert sur le monde et on va coopérer avec tout le monde, le monde entier. Et d'ailleurs, c'est une ligne nouvelle dans la politique extérieure de la Tunisie, c'est de dire notre politique étrangère doit être basée sur une coopération élargie avec tous les pays émergents, avec la Chine, avec les pays émergents, avec toutes les puissances du monde, de manière à construire notre prospérité. Et je pense que malheureusement, encore une fois, ce que certaines forces, comme votre parti malheureusement, est en train de faire dans beaucoup de régions qui sont déjà défavorisées et qui souffrent de beaucoup de choses et qui ont un problème d'image extraordinaire, c'est pas en continuant sur votre ligne-là, c'est pas en continuant à faire ce que vous êtes en train de faire que vous allez améliorer l'image de ces régions-là et que ces régions-là pourraient à l'avenir attirer davantage d'investisseurs et de créateurs d'emplois dans ces régions-là. Donc moi je vous invite à plus de raison, plus de responsabilité, à plus de coopération avec le gouvernement. Le gouvernement sera capable de coopérer avec toutes les forces vives du pays, notre parti de même, mais je pense qu'il va falloir changer un peu de logiciel et comprendre que ce langage populiste, malheureusement, ne sera bénéfique ni pour vous, ni pour le pays. Nous constatons que le gouvernement actuel n'a pris aucune mesure pour protéger l'industrie tunisienne. Pour protéger l'industrie tunisienne contre les importations anarchiques. Contre les importations de produits que notre industrie produit elle-même. Nous constatons que le gouvernement tunisien actuel n'a pas pris des mesures appropriées pour encourager l'agriculture tunisienne, pour que le pays vraiment puisse satisfaire les besoins, puisse assurer
notre indépendance et notre sécurité alimentaire. Cet accord ou les accords que va négocier, j'espère qu'on aura un Donc vous reconnaissez maintenant qu'on va les négocier. Vous avez dit tout à l'heure que ça a été déjà signé. Vous ne m'avez pas suivi. Je dis que le gouvernement, nous devons protéger notre agriculture contre les produits agricoles européens que l'Union européenne veut déverser sur notre marché. L'Union européenne soutient son agriculture. Tout le monde le sait. Et l'Union européenne veut que la Tunisie se débarrasse de la culture des céréales, de l'élevage des bovins, de la culture des pommes de terre. Voilà ce que veut l'Union européenne. Non, monsieur, justement, vous ne savez pas ce qu'il exige. Est-ce que vous avez lu un rapport fait par la... Monsieur, vous riez, vous souriez, monsieur, parce que vous n'avez pas lu un rapport initié par le gouvernement français sur l'agriculture tunisienne et sur les avantages comparatifs, les soi-disant avantages comparatifs de l'agriculture tunisienne. Et il conseille ce rapport au gouvernement tunisien d'avant de se débarrasser de ces secteurs-là. Et alors ? Voilà, monsieur. C'est leur droit. Voilà, l'Union européenne nous a imposé, je crois que vous le savez d'ores et déjà, a imposé à la Tunisie de se débarrasser de la culture de betterave à sucre. Et nous avons perdu 12% de nos besoins en sucre que nous produisions dans le temps nous-mêmes. Nous avons été obligés. Nous avons pas le bilan dans l'ancien régime. Ça serait trop facile de vouloir nous accuser de tous les torts. Vous continuez dans la même ligne parce que vous savez, cet accord veut que une intégration globale, intégrale et approfondie de l'économie tunisienne à l'économie européenne. Voilà, l'accord dit ça. Le cadre général a tracé cet objectif. Et c'est contre cet objectif que nous nous élevons. Nous ne voulons pas que notre pays vraiment soit tributaire en ce qui concerne sa nourriture, son alimentation, des grands monopoles qui nous imposeront et les prix et la qualité de nourriture et c'est ce qui nous amènera à dilapider nos devises. Très bien, on va terminer sur ces points. C'est ce qui accentuera les déficits de toutes les balances de la Tunisie. Voilà, on va terminer sur ça. Oui, je pense... Alors, très brièvement, oui, on n'a plus le temps. Je pense que quand on a affaire à des choses très techniques et très sérieuses, je pense qu'il faut justement s'abstraire un peu de ce schéma populiste qui consiste à un peu brouiller les esprits des gens. Oui, je ne suis pas dans un test de contrôle de connaissances ici. Donc ça se voit, vous les appelez... Donc je pense que l'Union européenne peut souhaiter ce que c'est son droit, mais parce après, que notre parti se soucie nous saurons négocier les accords qui protégeront les intérêts de la Tunisie. Nous saurons protéger l'économie tunisienne et nous saurons faire de cet accord d'association approfondi avec l'Union européenne quelque chose de positif pour l'économie tunisienne, pour le peuple tunisien, pour les intérêts vitaux de la Tunisie. Voilà. Et on n'a pas un discours populiste, nous avons un discours de raison et nous avons un discours de responsabilité. De la classe moyenne, des agriculteurs tunisiens, des industriels tunisiens. Vous n'avez pas le monopole de défense de ces couches défavorisées. Nous sommes des gens du peuple et nous défendons également toutes ces populations. Mais nous saurons les défendre de manière plus intelligente parce que nous saurons répondre à leurs aspirations, non pas de manière populiste, mais de manière efficace, professionnelle et en homme d'État. Voilà peut-être la différence. Peut-être la différence. Voilà la différence. Peut-être entre nous et vous. Voilà, sur ces propos, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission sur Tournesna TV. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Débat News. Au revoir et bonne soirée sur Tournesna TV. Merci.